Et, ok. Pardon. Et il voit possible de jugement des crimes du communisme et de l'impérialisme. Ah, entonces, je vous donne la parole et s'il vous plaît, vous pouvez commencer. Maintenant, Merci Yulia, c'est un honneur, un plaisir pour moi d'être parmi vous. Je vais parler français. Я знаю, что многие среди вас лучше понимают по-русски, но мне будет легче говорить по-французски, тем более, что это тема, которая немножко чувствительная. But I can answer also in English if you wish, but I prefer to speak in French. D'abord, D'abord, c'est un honneur pour moi de participer à ce séminaire ici à la Sorbonne où j'ai fait mes études. Donc, Paris 1, pour moi, ça me rappelle de très bons souvenirs. J'ai fait des études d'histoire dans cette maison. Et puis ensuite, en 89, je suis parti à Moscou pour travailler à l'ambassade de France. Et je suis resté en tout 17 ans en Russie, en Ukraine. Et j'ai eu l'occasion à Moscou de diriger le collège universitaire français de Moscou entre 1994 et 1998. Et donc, c'est pour ça que ces questions de jugement des crimes du communisme me tiennent à cœur, entre autres. Et la thèse que j'aimerais développer dans les 45 minutes que je compte prendre, si je devais la formuler en deux phrases, elle est la suivante. Je considère qu'il n'y a pas eu de jugement philosophique et historique, ni théologique non plus, ni en Russie, ni en Europe occidentale, même si en Europe occidentale, on a des grands historiens, je crois, de Stéphane Courtois à Michel Heller, qui ont fait un travail important. Et néanmoins, ni en Russie, ni en Occident, il n'y a eu de jugement philosophique, historique, théologique du communisme soviétique avec sa dimension mythologique, avec sa dimension mythologique et sa composante impérialiste. Le temps est donc venu, je crois, et je pense que c'est même urgent, de, de procéder à un tel jugement quand on voit la prolifération contemporaine de cette mythologie communisto-impériale. Si la Troisième Guerre mondiale, parce que pour moi la guerre froide était bien une guerre mondiale, si la Troisième Guerre mondiale était une guerre entre libéralisme et communisme, aujourd'hui la guerre qui est en train de se métastaser sous nos yeux est une guerre entre un néo-impérialisme postmoderne et peut-être un nouvel humanisme républicain. Et donc, le dernier point de la thèse que je vais défendre, c'est que pour pouvoir accéder à cet humanisme républicain, il faut retrouver les bases de la métaphysique. Une métaphysique nouvelle, une métaphysique qui aura intégré la critique de la métaphysique par Heidegger, et néanmoins une métaphysique. Une métaphysique que moi j'appelle une métaphysique œcuménique, mais qu'on peut appeler comme on veut, et qui a des conséquences politiques très immédiates. Et c'est effectivement la raison pour laquelle j'ai sorti au mois d'octobre ce livre, Pour sortir de la guerre, vaincre l'agression russe contre l'Ukraine et la démocratie. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai participé au livre noir de Vladimir Poutine. Le livre noir de Vladimir Poutine, c'est un collectif d'auteurs avec Galia Ackerman et Stéphane Courtois. Et moi, j'ai écrit l'article sur la théologie politique et la manipulation des religions. Et donc, voilà, je vais citer au cours de mon exposé des gens comme Stéphane Courtois, avec qui je collabore. Je fais partie de la plateforme de la mémoire et de la conscience européenne qui est basée à Prague et qui réunit tous les instituts de la mémoire nationale à Varsovie, à Prague, à Budapest, etc. Et je vais citer également mon, mon philosophe
fétiche, Nicolas Berdyaev, qui a écrit ce livre, Les sources et le sens du communisme russe. Et je vais vous parler aussi d'un livre que j'ai co-dirigé qui s'appelle L'histoire de la conscience européenne. J'ai réuni une trentaine d'historiens européens venant de 15 pays différents. Et on a publié cette histoire de la conscience européenne qui avait été à l'époque préfacée par Herman Van Rompuy, qui était le président du Conseil de l'Union européenne. Donc, je vous ai énoncé la thèse que je voudrais vous défendre. Et en introduction toujours, je voudrais donner une explication personnelle. C'est pas très convaincant d'un point de vue académique, et néanmoins, existentiellement, c'est ce que j'ai connu. J'étais à Moscou donc entre 1989 et 1998. Après, je suis parti à Kiev. Mais donc à Moscou, comme je m'occupais du collège universitaire, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'intellectuels russes et français. On a eu le plaisir à l'époque de recevoir Jacques Derrida, Edgar Morin, Paul Ricoeur. Et à chaque fois que je recevais ces intellectuels, j'organisais des rencontres avec des scientifiques, avec des philosophes, des théologiens. Et vous savez que le collège universitaire a été créé par la volonté du président Mitterrand et de Mikhail Gorbatchev, mais à la volonté d'André Sakharov et côté français de Marek Alter. Et donc, grâce à toutes ces personnes, j'ai pu rencontrer un certain nombre d'intellectuels et je me suis rendu compte que ceux qui critiquaient le communisme dans les années 90, c'était pas tellement des historiens, c'était pas tellement des philosophes, c'était pas tellement des théologiens, c'était des scientifiques. Sakharov était un scientifique, comme vous le savez. Boukovski était un scientifique. Solzhenitsyn, sa première formation, est scientifique. Donc ça veut dire, ce n'est pas une critique, parce qu'ils ont eu le mérite de sortir du cadre pour traiter les urgences, et néanmoins, ils n'avaient pas les outils philosophiques, théologiques, historiques qui s'acquièrent. Comme je l'ai dit, moi, j'ai fait 10 ans de critique de textes historiques avant de devenir docteur en histoire. Ça ne s'acquiert pas comme ça. Quant aux historiens véritables, ceux en tout cas que j'ai pu rencontrer, des gens comme Likhatchov, par exemple, ou comme Andrei Borisovitch Zubov, c'est des gens, je cite les meilleurs, c'est des gens qui considéraient que la période soviétique avait été abominable et qu'il fallait revenir à l'âge d'or de la période pré-révolutionnaire. Et donc, pas de critique de l'impérialisme chez ces auteurs. Il y a bien entendu des auteurs beaucoup plus critiques, percutants, et des vrais historiens de métier, comme je pense à Nikita Petrov, qui est un historien du KGB, ou Nikita Sokolov, ou encore, bien entendu, Yuri Afanassiev, que j'ai eu la chance de connaître aussi, qui était le recteur du RGGU. Mais c'est des gens qui ont été très vite mis de côté. Afanassiev, dès les années 90, avait des problèmes incroyables avec le ministère de l'enseignement supérieur russe. Et aujourd'hui, Yuri Dmitriev, par exemple, l'historien bien connu de Mémorial, est en prison. On n'entend plus Nikita Petrov, etc. Quant aux philosophes, alors je marche sur des plates-bandes parce que j'ai parmi dans la salle des philosophes éminents. Permettez-moi quand même si j'ai eu beaucoup de plaisir à fréquenter des gens comme Dobrokhotov, par exemple, je me souviens de discussions avec lui au MGU où lui me disait que la philosophie russe émigrée, dont je lui disais qu'elle me paraissait importante pour la critique du communisme, lui me disait qu'il ne la reconnaissait pas, que pour lui, la référence absolue, ça restait Hegel. Motrochilova, Nelly Motrochilova, sa référence était plus la phénoménologie husserlienne dans une approche apolitique. Elle ne s'occupait pas de la critique du communisme.
J'ai eu la chance de rencontrer Sergueï Averintsev. Averintsev, c'était de l'érudition, c'était pas de la critique politique. Et la plupart des philosophes que je rencontrais étaient plutôt dans la déconstruction, beaucoup marqués par la pensée postmoderne occidentale. Je pense à Podoroga, je pense à Nashvili, je pense à des gens comme ça. C'était pas leur priorité que de déconstruire la mythologie impérialo-communiste. Même chose du côté des cinéastes, parce qu'avant de m'occuper du collège universitaire, je m'occupais du cinéma. J'ai eu le bonheur de rencontrer des gens comme Pavel Lungin, par exemple. J'ai pu croiser aussi, bien entendu, des autorités de l'époque que j'appréciais moins déjà, comme Nikita Mikhalkov et d'autres. Mais c'est pareil, soit on encensait le passé impérial, c'est le Nikita Mikhalkov du Barbier de Sibérie, soit on détruisait l'histoire russe tout entière, c'était le Pavel Lungin du film Tsar. Mais il n'y a pas eu l'équivalent de Shoah de Claude Lanzmann pour le communisme, la tragédie du communisme russe, dont vous savez qu'elle a coûté 100 millions de morts au XXe siècle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est tous les collectifs d'historiens sérieux du XXe siècle. 100 millions de morts. Et donc, il n'y a pas eu ce travail-là. Et du côté des politiques, c'est pareil. Yavlinsky, Nemtsov, qui étaient des gens extrêmement brillants, ne sont pas allés jusqu'à faire ce travail de jugement du communisme. Quand Boukowski est allé à Moscou en 91-92, il a vu dans un premier temps que Yeltsin était prêt à lui donner accès aux archives. Et puis très vite, les archives se sont fermées. Et à partir de 93, comme il l'explique lui-même dans son livre, c'est pas moi qui l'invente, Jugement à Moscou, plus aucune critique de fond des crimes du KGB sur la base des archives n'était possible puisque les archives se sont fermées. Et donc, encore une fois, c'est juste mon analyse personnelle. Mais moi, ce à quoi j'ai pu assister dans les années 90, c'est on ne remue pas les fantômes du passé. Ça a été déjà suffisamment lourd et compliqué. Construisons un monde meilleur vers un avenir radieux, ça ira mieux. Le problème, c'est que ça, c'est dramatique pour un historien. Un historien sait qu'un crime qui n'est pas jugé est un crime qui est justifié. Et un crime qui est justifié est un crime qui est répété. Et donc, il n'y a absolument aucune surprise à voir aujourd'hui le président Poutine changer, bien entendu, les manuels d'histoire et réhabiliter Staline et Dzerzhinsky et compagnie, mais même aller plus loin en répétant le crime du Golodomor, dont vous savez qu'il a fait 5 millions de morts, 20 000 morts par jour, chaque jour, pendant 6 mois, en 1932-1933. Ce crime-là, documenté par des historiens français sérieux comme Nicolas Werth, comme étant un génocide. Stéphane Courtois dit un génocide de classe, peu importe, en tout cas un crime voulu pour éteindre l'identité paysanne ukrainienne, pardon. Voilà, c'est aujourd'hui répéter ce Holodomor en Holodomor, c'est-à-dire en crime par le froid, avec une Russie qui s'attaque aux infrastructures électriques de l'Ukraine avec un cynisme des plus abjects. Il n'y a qu'une lettre de différence entre le Holodomor et le Holodomor. Et bien entendu, on peut dire la même chose du côté des Chinois. L'ambassadeur de Chine en France, on n'a jamais critiqué le grand bond en avant. 40 millions de morts. Et qu'est-ce que nous dit Lou Shai sur LCI il y a quelques mois? Les pays de l'ex-URSS n'ont pas de statut effectif dans le droit international parce qu'il n'y a pas eu d'accord international pour concrétiser leur statut de pays souverain. Ce qui a provoqué un scandale dans les pays baltes, en particulier en Pologne et ailleurs. Et donc, il a été démissionné, mais si j'ai bien compris, il n'a toujours pas quitté la France.
toujours là. Et donc, c'est un des proches de Xi Jinping. Et voilà, ça veut dire il y a urgence, il y a le feu. Donc, le travail n'a pas été fait en Europe orientale. Il n'a pas été fait ici. Il n'a pas été fait ici. J'ai eu l'occasion de participer aux travaux. J'ai d'ailleurs invité dans mon séminaire de recherche au Bernardin Alain Lamassoure, qui est l'ancien ministre des Affaires européennes et qui a lancé l'Observatoire de l'enseignement de l'histoire de l'Europe au sein du Conseil de l'Europe maintenant. Il a fait une étude de la façon avec laquelle on enseigne l'histoire de l'Europe partout en Europe. Et qu'est-ce qu'il constate? Que l'Europe occidentale est devenue amnésique. C'est le mot qu'il emploie. On n'enseigne plus l'histoire de l'Europe, on n'enseigne pas l'histoire de l'Europe. Et dans certains pays, on n'enseigne même plus l'histoire. En Grande-Bretagne, on n'enseigne pas l'histoire à partir de la seconde. Donc, pour le dire très brièvement, nous sommes devenus amnésiques et nous sommes, et je le dis avec, là encore, amitié, il s'agit de jeter la pierre à personne. J'ai été heureux de suivre le séminaire de Pierre Nora à l'EHESS sur les lieux de mémoire, mais Pierre Nora, il fait partie de ceux qui ont justement signé cet appel de Blois, rejetant toute possibilité d'adopter des lois mémorielles, parce qu'il ne faut surtout pas, il faut surtout pas dire le vrai en République. Donc, on ne sait pas. En France, on ne sait pas s'il y a eu un génocide arménien. Les professeurs d'histoire n'intègrent pas ça dans leur manuel. Pierre Nora dit, moi, je n'ai pas envie d'être traîné en justice parce que j'aurais dit que c'est quelques centaines de milliers de morts et pas quelques millions de morts. Donc, je ne veux pas dépendre des lois de l'Assemblée nationale. Et il a fallu attendre 2023 pour que l'Assemblée nationale française reconnaisse. Il a fallu attendre 2023 pour que l'Assemblée nationale française reconnaisse que le Holodomor a bel et bien été un génocide. 2023, 1923. Et ça n'est qu'une résolution qui n'a été votée que par 100 personnes, 100 députés. Donc, il y a amnésie dans nos politiques historiques. Pas de loi mémorielle, pas de réflexion sur la vérité, malgré tous les crimes dont j'ai pu parler du totalitarisme. Du coup, face à cette situation qui n'est pas très rose, je vous propose, dans une première partie, d'une part, d'adopter une attitude que moi j'appelle néo-réaliste. L'attitude actuelle étant pour moi une attitude postmoderne, se voulant réaliste, mais ne l'étant pas du tout. Et donc j'appelle à un néo-réalisme qui regarde les réalités en face. Et la réalité, c'est quoi? C'est le conflit des mémoires. Dans un deuxième temps, je vais dire il faut changer de paradigme pour sortir de notre postmodernisme et faire appel à notre imagination et à une métaphysique à proprement parler pour poser une politique historique et de jugement des crimes du communisme et de l'impérialisme. Et dans un troisième temps, j'insisterai sur la partie impérialiste parce que c'est la plus brûlante aujourd'hui et la moins traitée en fait. Donc, premier point, la réalité du conflit mémoriel, pas simplement russo-ukrainien comme on le dit, même s'il est énorme, mais ça on en parlera tout à l'heure probablement avec Yuri Latish, mais aussi du conflit mémoriel russo-européen. Moi, j'ai créé une commission Vérité, Justice et Réconciliation avec des historiens russes, dont les gens dont j'ai parlé, comme Andrei Zubov et bien d'autres, avec des historiens ukrainiens aussi, avec des historiens européens. Et en 2019, on a sorti un plan de paix avec une trentaine de propositions. Et l'une des premières propositions, c'était qu'il fallait se mettre d'accord sur une histoire de la conscience d'Europe orientale. C'est-à-dire de faire ce que j'avais fait pour l'histoire de la conscience européenne, mais plus spécifiquement sur la conscience d'Europe orientale.
Euh, et nous l'avons dit en 2019 au même moment que le Parlement européen. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis engagé dans cette plateforme de la conscience et de la mémoire européenne qui a été voulue aussi par le Parlement européen. Le Parlement européen en 2019 a expliqué qu'il fallait raconter l'histoire sur la base épistémologique fondée sur l'horizon des principes de l'Union européenne. Les principes de l'Union européenne, vous les connaissez, c'est le respect de la dignité de l'homme, le respect de l'état de droit, de la démocratie, de la justice sociale, etc. Ça veut dire qu'on ne peut pas séparer le récit de l'histoire si on n'a pas cette base métaphysique. Et donc, ça a des conséquences sur qu'est-ce qu'on fait des minorités, qu'est-ce qu'on fait des droits des personnes, etc. Et le Parlement européen a commencé à développer un narratif, comme on dit, un récit. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais dans ce texte du Parlement européen, de cette résolution de 2019, il dit les responsables, les régimes communistes et nazis sont responsables de massacres, de génocides, de déportations, de pertes en vie humaine, de privations de liberté d'une ampleur sans précédent dans l'histoire de l'humanité qui auront à jamais marqué le XXe siècle. Cette phrase-là, qui a été adoptée par 90% des parlementaires européens, elle a rendu fou, littéralement fou, Vladimir Poutine. Puisque le 20 décembre 2019, à peine un mois après la résolution du Parlement européen, Vladimir Poutine a réuni les chefs d'État de la communauté des États indépendants, qui étaient très surpris d'assister à un discours historique de Vladimir Poutine. Poutine a eu plusieurs discours historiques au cours de cette période. C'est notamment allé jusqu'en 2021. Vous vous souvenez, ce discours sur les relations entre la Russie et l'Ukraine, où il expliquait que l'Ukraine n'avait jamais eu d'État indépendant et toute la mythologie russe au sujet de l'Ukraine. Mais il a commencé donc le 20 décembre 2019 et son principal argument, c'était de dire qu'on ne pouvait pas mettre au même niveau les crimes du nazisme avec ceux du communisme. Ça, c'est interdit. Et c'est tellement interdit que les historiens en Russie qui défendent ça sont poursuivis par la loi et peuvent aller en prison. Alors qu'a priori, on se dit que entre les 16 millions de morts imputés au nazisme et les 60 millions de morts du communisme soviétique, un minimum de comparaison pourrait être possible, surtout après les analyses d'Anna Arendt, surtout, pardon, du mort du communisme soviétique. Donc là, j'ai exclu les 40 millions de morts venant de Chine. Euh, Surtout après les analyses d'Anna Arendt sur le système totalitaire, on, on comprend que là, on est dans deux récits complètement différents, deux visions du monde différentes. Vladimir Poutine justifie le pacte Molotov-Ribbentrop du 23 août 1939 en expliquant que ce pacte était inévitable. Неизбежный. Ça veut dire qu'il y a un destin auquel on peut pas s'extraire de ce destin. Alors, bien entendu, il développe toute une mythologie impérialiste qui, par contre-coup, a été critiquée par une parlementaire lituanienne qui s'appelle Rasa Juknevičienė, qui est membre du PPE, du Parti populaire européen, avec qui je travaille aussi dans le cadre de notre plateforme, et qui, bien entendu, a proposé une historiographie que moi j'appelle néo-réaliste, libérée de la double mythologie communiste et nazie, bien sûr. Mais, encore une fois, Vladimir Poutine
a trouvé des soutiens un peu partout en Europe. En France, le Parti communiste français n'a toujours pas critiqué véritablement son histoire. C'est ce que dénonce Stéphane Courtois. Et c'est pour ça que Stéphane Courtois a été mis de côté de l'université. Il n'enseigne pas à l'université. Ce qui est proprement scandaleux, parce que c'est le meilleur expert, un des meilleurs experts du communisme. Il a travaillé dans les archives et il n'enseigne pas à l'université. Par contre, Fabien Roussel, le secrétaire général du Parti communiste, continue à dire que Staline a été un grand homme dans l'histoire du XXe siècle et d'autres intellectuels comme Edwy Plenel, le fondateur de Mediapart, continuent à justifier le trotskisme malgré, malgré tout ce qu'on sait de l'histoire du trotskisme et de l'armée rouge. Donc on est bien dans une logique de conflit mémoriel brûlant, qui est à l'origine de la guerre que nous vivons aujourd'hui, dont j'ai parlé, entre cette mythologie néo-impériale et ce libéralisme qui n'arrive pas à se transformer en humanisme républicain et qui est paralysé, comme je le disais, donc par son postmodernisme et son amnésie à l'égard de ces crimes. Et donc, je me pose la question, pourquoi c'est tellement grave. Pourquoi? Alors, Bukowski, j'ai lu attentivement son livre Le jugement à Moscou, qui a été publié en 1995 chez Robert Laffont, où il a scanné toutes les archives. C'est simplement à la fin que le bibliothécaire du Parti communiste d'Union soviétique du Politburo, je crois qu'il travaillait dans les archives du Politburo, s'est rendu compte qu'il avait un mini-scanner avec lui qui lui permettait de scanner toutes les archives, mais c'était trop tard. Elles sont déjà en ligne sur le site de Bukowski. Donc, Bukowski, il essaie de comprendre pourquoi en 92, finalement, on a mis fin à l'ouverture des archives. Et donc, je le cite, il disait, à propos des gens qu'il rencontrait, tous comprenaient tout, savaient tout ou devinaient tout, mais ils ne voulaient même pas en parler car ils aspiraient non à combattre le communisme, mais à survivre. Alors, ce n'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a un historien italien qui s'appelle Renato Cristine de l'Université de Trieste qui a relancé en 2019 un nouvel appel que j'ai signé à l'époque pour un nouveau tribunal du communisme, en disant cette idéologie communiste, elle est toujours vivante. Attention, elle est en train de muter et ça va faire à nouveau un conflit mondial. Eh bien, cet appel qui a été signé par des centaines d'intellectuels n'a été soutenu par aucun État. Aucun État n'a soutenu ça. Pourquoi? Parce que nous sommes dans ce monde postmoderne où la vérité, le statut épistémologique de la vérité est lui-même contesté. Il est déconnecté de toute métaphysique et donc de toute éthique. Alors, ceux qui ont organisé le tribunal de Nuremberg se sont appuyés sur deux intellectuels polono-ukrainiens, Hersch Lauterpacht et Raphaël Lemkin. Et pourquoi ils sont importants, Lauterpacht et Lemkin? Parce qu'ils étaient confrontés au même problème. Ils vivaient dans un monde avec un paradigme dominant. Si notre paradigme dominant aujourd'hui, c'est le postmodernisme, eux, à l'époque, c'était le positivisme. Et dans le système du droit positif, il y a une pyramide des normes qui n'envisage pas de traiter des cas de barbarie comme 6 millions de juifs gazés dans des camps de concentration. C'était juste hors norme. Hors norme. Et donc, il fallait trouver un système, néanmoins, pour faire rentrer ça dans la norme, dans le droit. Et donc, ils ont réfléchi à ça. C'est très bien raconté par Philippe Sands dans son livre Le retour à Lemberg, puisqu'ils venaient tous deux de l'université de Lviv. Tous deux, finalement, qu'est-ce qu'ils ont
qu'est-ce qu'ils ont proposé avec leur réflexion sur le crime contre l'humanité pour Lauterpacht et sur le génocide pour Lemkin, c'est le rappel que tout homme dispose de droits constitutionnels supérieurs à la loi. Ça veut dire, ça s'appelle une sorte de droit naturel, de droit qui, qui est celui d'Antigone, d'une dignité humaine imprescriptible, qui doit être protégée, qui doit être jugée, et qui s'impose aux législateurs, premièrement. Et deuxièmement, que toute communauté politique, religieuse bénéficie également de droits, que le droit ne profite pas seulement aux souverains. Le droit est le résultat d'un travail qui est au bénéfice du bien commun de la nation tout entière et des communautés tout entières. Ce n'est pas le rapport développé en France du droit individuel qui sépare, qui met l'individu en face de l'État et qui supprime toute communauté depuis la loi Le Chapelier. Ça, ces principes, en gros, personnalistes, qui rappellent la dimension transcendante de tout être humain et son appartenance à des communautés pour être reconnu. C'est ça le personnalisme. C'est ce qui a été repris ensuite, après le procès de Nuremberg, enfin en même temps que le procès de Nuremberg, par la Charte des Nations Unies. Donc voilà, il y a eu entre 1944 et 1948 une évolution philosophique qui me paraît extrêmement importante et qui a permis de faire ce jugement du nazisme. Et donc, c'est la raison pour laquelle je crois qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Il faut sortir des cases postmodernes, essayer de remettre la question de la vérité métaphysique au centre du village, de centrer l'analyse historique sur la notion de conscience morale. Et je dis ça, je pense toujours à celui qui a été mon maître, dont j'ai parlé tout à l'heure, Pierre Nora. Pierre Nora, s'il est devenu un historien postmoderne, s'il est devenu l'homme qui refuse toute loi en matière historique et qui est pour des lieux de mémoire éparpillés dans une conscience brisée, à la différence de Paul Ricoeur, ce que lui reprochait beaucoup Paul Ricoeur, c'est parce qu'il en voulait beaucoup à l'historiographie officielle des États-nations modernes. Et moi, j'en veux aussi beaucoup à l'historiographie officielle des États-nations modernes. Le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est parce que un jour, au petit matin, Joseph Staline s'est levé au mois d'août 1921 et a considéré contre tous les avis qu'il avait reçus que l'Artsakh devrait s'appeler le Haut-Karabakh et devrait faire partie de l'Azerbaïdjan. C'est documenté. C'est la volonté d'un seul homme contre des centaines de milliers de personnes qui se disaient arméniens, qui vivaient là depuis des siècles. Mais le groupe de Minsk, dont la France fait partie, pendant longtemps a dit « mais attendez, on ne peut rien faire ». Le Haut-Karabakh fait partie de l'Azerbaïdjan. Point barre, le droit des nations fait qu'il y a un respect des frontières. Et Vladimir Poutine, une semaine avant les persécutions contre l'Artsakh, le mois dernier, a dit les Arméniens ont eux-mêmes reconnu que l'Artsakh que le Haut-Karabakh faisait partie de l'Azerbaïdjan. Et donc, voilà, c'est comme ça que 100 000 personnes ont dû quitter leur domicile de Stepanakert en quelques heures. Donc, il faut trouver quelque chose qui dépasse le droit impérial, le droit moderne et le droit postmoderne. Qu'est-ce que propose Paul Ricoeur? C'est bien entendu dans son livre La mémoire, l'histoire, l'oubli qu'il est venu présenter à Moscou en 2001, en 2002. On ne peut oublier les pages noires du passé que lorsqu'on les a racontées en prenant en compte tous les points de vue.
c'est la fameuse idée des regards croisés. Pour joindre identité et altérité, il y a des connecteurs, la traduction, le pardon et les regards croisés. Et donc, il faut une histoire mosaïque, c'est ce que je développe dans ce livre, dans l'introduction de ce livre, la méthodologie de l'histoire mosaïque, qui raconte ensemble pour guérir, mais qui raconte le vrai dans un univers métaphysique. Et quand on ne sait plus, quand on ne sait plus si la bataille de Bouvines en 1214 a été gagnée par les troupes de Philippe Auguste ou par les troupes de l'empereur Otto Ier, alors on fait un encadré et on dit les uns disent que, les autres disent que. Voilà, c'est ça ce que propose Paul Ricoeur. Ça permet d'avancer, ça permet de fixer la mémoire, de la cristalliser, d'éviter qu'elle soit à l'état liquide, comme elle l'est aujourd'hui en Russie et comme elle l'est aussi en France. C'est comme ça qu'on peut accéder, passer de la mémoire traumatique à la mémoire heureuse. Donc, vous comprenez que ça, on y arrive que s'il y a un univers, un fond métaphysique qui permet de penser identité et altérité ensemble. Et c'est la raison pour laquelle j'apprécie des historiens russes contemporains qui proposent de faire ça. Je pense en particulier à Nikolai Eplé, peut-être que vous le connaissez, il a écrit un livre en 2020, les éditions NLO, je crois que c'est Novoye Literaturne Obozrenie, un passé inconfortable, la mémoire des crimes d'État en Russie et dans d'autres pays, où il propose exactement ce que nous proposions, une commission vérité, justice et réconciliation, qui soit une sorte de tribunal interne qui reconnaît la responsabilité de la société et en même temps qui fait une distinction entre les différents niveaux de responsabilité. Et je crois que là, il y a une référence absolue que tous les Russes doivent lire aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas lu encore, c'est le livre de Karl Jaspers, qu'il a publié en 1946, qui s'appelle La culpabilité allemande. Dans ce livre de Karl Jaspers de 1946, qui s'appelle La culpabilité allemande, il distingue entre la culpabilité criminelle, celle qui va juger Poutine, Shoigu, le patriarche Kirill et tous les autres, la culpabilité politique, la culpabilité morale et la culpabilité métaphysique. La culpabilité métaphysique, c'est Dieu et moi, et ma conscience. Alors que les trois autres niveaux concernent la société. Et ça, ce travail-là, il est indispensable, comme dit Karl Jaspers, sans purification de l'âme, il n'y a pas de liberté politique. Et Karl Jaspers a aussi écrit un traité de psychopathologie parce qu'il considérait que la propagande nazie avait aussi transformé les cerveaux allemands en passoires. Et donc, c'était une maladie qui devait se soigner par d'autres moyens plus d'ordre psychopathologique. Je crois que c'est absolument indispensable. Je crois aussi que en France, on a montré un peu l'exemple d'une certaine façon. Il y a un historien qui s'appelle Henri Rousseau, qui a écrit un livre qui s'appelle Le syndrome de Vichy, qui montre cette dimension de syndrome psychopathologique de la conscience nationale française qui, entre 1944 et 1996, n'a pas reconnu que l'État français avait été responsable de la déportation des Juifs en Allemagne. Il a fallu que des historiens d'abord fassent ce travail en s'appuyant sur des philosophes comme Paul Ricoeur et d'autres. Et Henri Rousseau, il a sorti son livre Le syndrome de Vichy. Quelques années plus tard, en 1996, Jacques Chirac reconnaissait la culpabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. Donc, je crois que voilà, ce travail métaphysique, ce travail historique, mais avec cette nouvelle historiographie dont j'ai parlé, ce travail juridique, parce qu'il y a eu aussi
des procès, le procès de Klaus Barbie, le procès de Touvier et d'autres. C'est un travail qui doit se faire de façon urgente aussi en Russie et dans d'autres pays d'Europe centrale. Il doit être accompagné d'un travail médiatique aussi, ce dont je parlais tout à l'heure, qui était absent dans les années 90, en tout cas que je n'ai pas vu moi, parce que tout le monde me parle du repentir d'Abouladze, mais il n'y a pas de jugement des 100 millions de morts du communisme dans le repentir d'Abouladze. Donc il faut aussi faire des films qui réveillent les consciences en donnant les chiffres, en donnant les témoignages, en donnant la parole aux victimes comme aux agresseurs, en faisant une sorte de tribunal filmé qui rendrait possible un jugement du communisme. Ce jugement, encore une fois, si on suit les critères de Karl Jaspers, il n'est pas uniquement judiciaire. Il est aussi politique, il est aussi mémoriel, il est aussi national, il est aussi métaphysique. Et donc, voilà, tout ça, c'est pour redonner le goût de la vérité, la confiance dans l'avenir et donc la volonté d'un... Il faut cette volonté de liberté et de métaphysique. J'en viens maintenant, puisqu'il me reste encore quelques minutes, au nécessaire jugement de l'impérialisme. J'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose dont on parle peu. Alors que Berdiaïev, quand il a fait sa critique du communisme, les sources et le sens du communisme russe en 1938, il n'a pas tellement parlé de l'impérialisme parce que pour lui, c'était réglé. Il avait déjà, avant la Révolution en 1917, critiqué le 8e sacrement de l'onction du tsar, critiqué la symphonie byzantine du patriarcat de Moscou, critiqué le mythe de la troisième Rome qui allait sauver toute l'Europe. C'était évident pour Berdiaïev. De même pour Georges Fedotov, dans son article célèbre Sudba Imperi, les destinées des empires, de l'Empire, qu'il a écrit en 1952, lorsqu'il était aux États-Unis. Il fait une critique radicale de Karamzin, de Khrouchtchevski, de tous les historiens impérialistes russes. Il reconnaît l'État-nation ukrainien. Il dit, nous n'avons pas vu l'État-nation ukrainien. Nous n'avons pas lu Hrushevsky. L'histoire de la Russe Ukraina en 12 volumes, nous ne l'avons pas lu, c'est notre faute. Il critique Pushkin et sa théorie de la Volnost et lui dit, il faut défendre la Svaboda, la liberté juridique, etc., etc. Ça, cette critique de la première émigration russe de l'école de Paris, celle de Berdiaïev, qui à la place a mis le personnalisme, celle de Bulgakov, qui à la place a mis la sophiologie contre les théories de la troisième Rome, etc., celle de Fedotov, qui a proposé une nouvelle histoire de la Russe, Sviateye Drevneye Russie, les saints de l'ancienne Russe. Tout ça a été oublié dans les années 70 par un certain nombre de penseurs, et je pense en particulier à Alexandre Schmemann, qui est aujourd'hui considéré comme the best of the best, le théologien par excellence, celui que cite tout le monde. Et pourtant, quand je lis Les fondements de la culture russe, qui vient de sortir en langue russe et en langue anglaise, moi j'ai fait la préface pour la langue italienne, livre dans lequel il considère Solzhenitsyn comme un prophète, Schmemann se désintéresse en réalité de l'histoire de l'Église. Il a écrit un livre qui s'appelle Les destinées historiques de l'orthodoxie, mais il se rend très bien compte, il a l'honnêteté de dire qu'à partir du 5e siècle, l'Église a perdu toute liberté. Le baptême de Constantin, c'était très bien, mais après le concile de Nicée, après 325, l'Église a perdu sa liberté. L'Église est devenue dépendante de l'Empire, un outil de l'Empire. Et donc, à partir de ce moment-là, l'histoire institutionnelle de l'Église ne l'intéresse plus. Et donc, il ne voit pas, dans l'histoire de la Russe, il ne voit que Alexandre Nevski, Alexandre de la Neva, il ne voit pas du tout le prince, le roi, puisqu'il a été fait Rex Russiae,
le roi Danilo de Galicie. Qui connaît aujourd'hui Danilo de Galicie? Pas grand monde. Alors que c'était lui le roi de la Russe au XIIIe siècle. Et c'est lui qui s'est opposé aux Tatars. Alexandre Nevsky, il est parti à Novgorod, il a combattu les chevaliers teutoniques. Danilo de Galicie et de Volhynie, il est resté sur place, il a combattu avec les Polonais, il a créé un État souverain qui a duré jusqu'à la moitié du XIVe siècle. Et donc Schmemann, ça ne l'intéresse pas du tout. Il dit que Pouchkine est le critère et la mesure de la culture russe. Il ne voit pas du tout qu'il a été le chantre de l'impérialisme. Il n'entend pas la plainte d'Ivan Karamazov face aux théories des moines d'Optina Pustine disant que Dieu est tout-puissant. Et du coup, il devient le confesseur d'Alexandre Solzhenitsyn. Et Alexandre Solzhenitsyn, c'est pareil. Sauf que lui avait une autre conception de l'orthodoxie. Si Schmemann comprenait l'orthodoxie comme pravoslavie, comme la juste louange, Solzhenitsyn, lui, comprenait l'orthodoxie comme la mémoire fidèle. Vernaya pamyat. Être orthodoxe pour lui, c'est être fidèle au concile ancien de l'ancienne Russe. Il n'acceptait pas Pierre le Grand, il n'acceptait pas l'Empire. La vérité était chez les vieux croyants. Il est d'ailleurs lui-même devenu vieux croyant. Et, et, et Schmemann était même choqué. Il lui disait, mais les vieux croyants n'étaient que des traditionalistes obtus. La tradition de l'Église, elle est spirituelle. Elle est dynamique, en tout cas si vous lisez l'Évangile. Mais ça, Solzhenitsyn n'a pas voulu entendre parler de ça, et au contraire, il a développé une théorie de l'âge d'or de la culture russe. Il n'a pas vu du tout l'identité ukrainienne apparaître. Il a écrit en 1998 Rossiya в обвале, la Russie sous l'avalanche, et à partir de 2006, 2007, 2008, il rencontre Vladimir Poutine, il donne son onction de grand dissident à Vladimir Poutine, et il écrit des articles, et dans ces articles, je vais pas vous les citer, mais en gros, il fait l'apologie de la Novorossiya. La Novorossiya, c'est russe. Et donc, c'est exactement ce que dit aujourd'hui Vladimir Poutine. Là, je n'ai pas le temps, mais si vous voulez, je vous lirai le texte un peu plus tard. Donc, Solzhenitsyn a développé cette approche impérialiste qui ne comprend pas ce qu'on appelle l'identité plurielle fondée justement sur la dignité des personnes, sur le multipartisme, sur le caractère multiconfessionnel, sur le récit en mosaïque. Le récit impérialiste, c'est un tsar sacré de Dieu, une langue. Il peut y avoir des petites langues tchouvaches, c'est pas grave, c'est une langue, le russe, une religion, bien entendu la religion orthodoxe, on connaît le statut du patriarcat de Moscou, une histoire, un territoire. Ruski Mir. Ça, c'est en contradiction totale avec cette vision dont je vous ai parlé de Berdiaïev, de Bulgakov, de Chestov aussi. Il faudrait mentionner Chestov, de Fedotov. Donc, je conclus. Avec le recul, c'est facile, mais quand même, Vladimir Voïnovitch avait quand même bien vu les choses en 1986 lorsqu'il a publié Moskva 2042, Moscou 2042. Ceux qui n'ont pas lu ce livre, je vous le recommande parce qu'est-ce qu'il raconte dans ce livre, qui est un récit, un roman. Il raconte comment Sim Karnavalov s'associe avec le général Bukashkin pour imposer un régime néo-totalitaire. Et Sim Karnavalov, tout le monde a compris très vite en lisant Moskva 2042 que c'était Solzhenitsyn en personne. Et la rencontre entre Solzhenitsyn et Poutine, Voïnovitch l'a vu de son vivant en 2007. Pour lui, c'était clair. Et c'est la raison pour laquelle il a défendu fortement très tôt l'identité ukrainienne et la nécessité de repenser cet impérialisme russe.
Donc, pour conclure, je crois qu'il est important de retrouver donc cet héritage métaphysique, personnaliste, sophiologique, ternaire de la pensée qu'on appelle, parce qu'on n'avait pas de mot en France pour l'appeler, on l'a appelé la pensée religieuse russe, ça veut dire rien du tout. Moi-même, quand je faisais mes études à l'EHESS, on appelait ça la pensée idéaliste russe, alors que c'était les critiques les plus virulents de la tradition qui va de Kant à Schelling et à Hegel. On ne sait pas comment les appeler, tout simplement, c'est de la métaphysique qui seule permet un récit historique, qui seule permet de penser la vérité en tension. La vérité, c'est à la fois la correspondance entre le signifié, le signifiant et le référent. C'est aussi la mémoire fidèle dans la durée. C'est également la cohérence entre les paroles et les actes, et c'est également le consensus différencié entre tous les acteurs d'une discussion. Une métaphysique nouvelle est capable de tenir ces quatre pôles de la vérité, comme correspondance, comme fidélité, comme cohérence et comme consensus. Si on n'a qu'un seul bout de la vérité, et c'est la même chose du côté théologique. Du côté théologique, c'est l'orthodoxie qui donne les critères de la juste glorification, de la mémoire fidèle, de la vérité droite et de la connaissance de justice. Si on n'a qu'un seul bout, si on n'est que dans la mémoire fidèle comme Schmemann, on sort de l'histoire. Si on n'a que la mémoire fidèle comme Solzhenitsyn, on ne voit pas l'altérité. Donc, une métaphysique en tension, une métaphysique personnaliste, sapientielle, ternaire, eschatologique est une métaphysique qui est capable de tenir les quatre pôles de la vérité en tension, qui est capable de distinguer les différents niveaux de responsabilité et de culpabilité, et qui est donc capable de juger non seulement le poutinisme, mais également le communisme, l'impérialisme, et de proposer un nouvel âge qui pourrait être celui d'un humanisme républicain, qui pourrait s'inspirer de ce qu'il y avait avant Machiavel, à savoir la République de Sienne, dont Ambrogio Lorenzetti a fait une fresque magnifique dans le palais public de Sienne, où on voit la justice encadrée par ces quatre pôles, et notamment par la sagesse. Voilà ce que je voulais vous dire, et je suis à peu près dans les temps. Donc, j'espère qu'on pourra avoir une discussion avant que Yuri Latish ne reprenne la discussion sur la question passionnante également des politiques mémorielles. Merci. Merci beaucoup, Antoine. C'est franchement très important, très dur, mais ça donne à réfléchir pour tout le monde. Merci beaucoup. Et on a temps pour quelques questions maintenant. S'il vous plaît, Zoom, tout le monde. J'ai une petite question pour l'opération. Vous avez utilisé les deux mots communisme et capitalisme dans le même contexte. Est-ce que vous considérez ces deux phénomènes liés ou plutôt indépendants? Alors, pour moi, je ne sais pas si on entend bien du côté Zoom, la question c'est sur communisme, impérialisme, parce que c'est deux phénomènes distincts. Moi, je conçois que ce sont deux phénomènes distincts. Et néanmoins, on sait très bien qu'il y a eu un moment, assez tôt d'ailleurs dans l'histoire du bolchevisme, où, notamment avec la Troisième Internationale, et surtout à partir de 1934, quand Staline a voulu voilà, concevoir une histoire du communisme qui soit internationale et pas simplement nationale, qui soit nationale et pas simplement internationale, qu'il y a eu une fusion entre les deux phénomènes. En fait, ce qu'il faut comprendre en lisant notamment Berdyaev, c'est qu'il faut comprendre le communisme comme une mythologie en mutation. Ça veut dire qu'il se nourrit d'éléments extérieurs
pour muter, pour vivre, tout simplement. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui avec Vladimir Poutine en 2007-2008, qui commence à dire que la, la, la chute du communisme a été la plus grande catastrophe du XXe siècle, et qui dit la phrase d'après que le communisme doit, enfin que la Russie doit retrouver sa grandeur, etc. Il y a une mutation qui se fait d'un communisme qui ne donne plus de fruits, qui ne fait plus peur au monde, etc., à un néo-impérialisme, mais venant de quelqu'un qui a été un officier du FSB, du KGB, qui a une culture communiste. Donc là, c'est là où se produit une sorte de fusion entre le communisme et l'impérialisme. Et c'est ça que dénonçait Voinovitch, et c'est ça en tout cas, il présente très bien de façon littéraire dans son livre Moscou 2042, mais auquel personne ne s'attendait. C'est ça que je trouve intéressant. Merci beaucoup. Autre question. Mais seule chose que je voudrais noter que quand vous avez parlé par rapport de philosophe russe qui n'a pas fait critique du communisme, c'est absolument vrai, sauf que je pense que Valérie Podorog est quand même seule personne qui écrit livre à propos de Gulag, Svensson. C'était une expérience, cette manière. Probablement, mais cette critique, elle a conduit à une sorte de triomphe de la postmodernité, c'est-à-dire de triomphe d'une rationalité, un petit peu comme il y a eu avec, comment il s'appelle, l'école de Francfort après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu, son nom m'échappe à l'instant, chez Adorno la même critique qui a été faite, mais qui a abouti à un rejet profond de la rationalité. Et moi, c'est ça que je vois. C'est bien entendu que je trouve intéressant la philosophie postmoderne parce qu'elle critique une rationalité qui a abouti à une violence inouïe, mais qui n'a pas donné lieu à une métaphysique nouvelle, qui au contraire a mis une croix sur toute métaphysique comme étant source de violence. C'est ça qui m'a gêné. De même que j'ai été gêné lorsque j'étais à Moscou dans les années 90 et que je parlais de l'importance de Berdiaïev ou de l'importance de Chestov ou de Bulgakov, le théologien et d'autres, j'avais en face de moi des philosophes que Françoise a connus, comme Kharouji, qui, lui, critiquait cette pensée-là et qui disait que cette pensée-là n'était pas sérieuse, qu'il fallait revenir à la vraie pensée néopatristique, etc., que la sociologie, c'était un magma d'idéalisme mal digéré, etc. C'est ce que disent aussi des gens comme notre ami commun qui enseigne, qui est doyen de la faculté de philosophie de Moscou, Kozyriev. C'est bien entendu ce que disait Renata Galtseva, ce que disait Irina Radnyanskaya. Ils étaient extrêmement critiques. Ils ne voulaient pas voir l'originalité métaphysique de cette pensée. Ils considéraient que c'était une pensée qui peut-être avait eu un intérêt dans les années 30, mais pas au temps présent. Alors que moi, je suis absolument convaincu que c'est une pensée qui est devant nous. Mais peut-être qu'il peut y avoir des débats là-dessus. Je vois l'intérêt de Kharouj, et bien sûr, avec qui j'ai échangé en son temps, mais je l'ai trouvé trop critique par rapport à cette sophiologie bulgakovienne. Merci. On a deux questions et après on va inviter Yuri Latish. Votre question et après votre. Oui, une question à laquelle je ne serai peut-être pas obligé de répondre tout de suite, mais qui engagera sûrement des discussions. J'ai évidemment été frappé de votre référence à Jaspers, un texte effectivement tout à fait fondamental, mais par rapport à la discussion que vous engagez, la difficulté, c'est que le texte de Jaspers a été très largement recouvert par toutes les critiques qui ont été adressées, pas directement à Jaspers, encore que par Heidegger et tous ceux qui ont pu écrire autour de l'idée heideggerienne de critique de la technique. Et il y a eu là une sorte de confusion
que vous connaissez, qui fait qu'on a assimilé les critiques que Hannah Arendt pouvait adresser aux nouvelles formes de la technique aux États-Unis, avec les critiques faites par Heidegger à la métaphysique de la technique. Et la conjonction des deux, qui est une sorte de bouillie, a produit cette espèce de déresponsabilisation. Il n'y a plus aucune responsabilité historique ou morale, puisqu'il n'y a qu'un devenir technique de l'humanité sous l'égide conjointe du communisme et du capitalisme. D'une autre façon, en France, pour prendre contrepoint, les critiques que des personnes comme Merleau-Ponty ou quelques autres adressaient bien documentées au communisme dès les années 1940 ont été largement recouvertes par l'idéologie post-révolutionnaire pratiquée dans le département d'histoire de Paris 1 et de la Sorbonne très largement pendant toute cette période, et qui fait que effectivement il fallait le pas de côté de Nora. Il y avait d'autres raisons à l'époque, c'était le travail de Jean Kelevitch aussi, on pourrait rappeler, c'est Nietzsche. Jean Kelevitch, traducteur de Berdyaev. Voilà, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'à partir des hypothèses que vous proposez, avec lesquelles je pense que beaucoup s'accordent, comment éviter cette espèce de retour du refoulé si commode qui fait que, comme vous le dites, les politiques, une partie des historiens et une partie des auteurs trouvent la voie plus facile de trouver un fil narratif plutôt que cette complexité des récits en mosaïque. Le roman linéaire, passant quand même toujours mieux dans les médias que l'histoire complexe, contrastée et qui ne conclut pas. Je termine cette remarque. C'est peut-être justement l'absence de conclusion et l'absence de point de vue philosophique absolument déterminé qui fait que Shoah, le film de Lanzmann, a pu être reconnu et a pu passer, alors que s'il avait prétendu établir une histoire et poser les bases de ce journalisme humaniste affirmé, sans doute qu'on ne lui aurait pas offert ou ouvert les fenêtres qu'il a pu conquérir au long de la circulation. Je suis d'accord avec vous, et je suis d'autant plus d'accord avec vous qu'il se trouve que depuis autant avant 2022, tout le monde se moquait de ce que j'avais pu écrire sur la guerre russo-ukrainienne, etc., les propositions de paix qu'on avait faites, autant là, depuis 2022, on n'arrête pas de m'interroger, et je m'aperçois en allant sur les plateaux de télévision, on en parlait tout à l'heure, que l'histoire complexe n'intéresse personne. Ce qui intéresse les gens, c'est l'actu. Ce qui s'est produit hier est déjà oublié demain. Et donc, on est dans le présentisme dont parle François Hartog. C'est bien là le problème que je dénonce, c'est-à-dire qu'on est dans une logique postmoderne, présentiste, euh, de bulles de savon. Et donc, c'est la raison pour laquelle je dis la seule façon de se sortir de ce piège, c'est de remettre la métaphysique au cœur du village, de reparler des faits, d'assumer les positions avec bien entendu des règles de la discussion et de la rhétorique, etc. Il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit, mais il s'agit de dire, là, on est au bord du précipice. On est au bord du précipice. La guerre est en train de se métastaser de partout. Donc, soit on prend conscience que la responsabilité est énorme, et notamment pour un certain nombre de Russes, c'est encore pire. Les nouvelles générations de Russes vont être mises au banc de la communauté mondiale pendant des décennies à cause de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, si on veut éviter ça, et si on veut sauver les identités nationales, le bien vivre ensemble européen, etc., c'est d'autant plus urgent que d'imposer à la fois effectivement le récit mosaïque, le récit des regards croisés, l'approche métaphysique complexe. Moi, je crois qu'il y a une attente forte de la part de la société. C'est pour ça que il y a tellement que ça explose de partout, que les gens ont besoin de sens, notamment au travail, mais aussi en regardant l'actualité, on a besoin de comprendre
C'est quoi le problème finalement entre l'islam et le judaïsme là, etc. Donc ça veut dire notre laïcité fermée peut aussi se transformer en laïcité ouverte, en laïcité. C'est ce que propose un certain nombre de personnalités comme Régis Debray et d'autres. Il y a de plus en plus de gens qui disent on est en train d'exploser là, sans métaphysique, c'est plus possible. Donc moi j'y crois, simplement voilà, il faut maintenant pousser les portes, quoi. Il faut pouvoir assumer et, et se sortir de cette emprise d'un paradigme qui nous fait de plus en plus de mal. J'en profite pour citer un livre que je n'ai pas cité parce que je ne l'ai tout simplement pas retrouvé dans ma bibliothèque, mais c'est un livre que j'ai publié en 2009 et qui s'appelle Les Jalons, 100 ans après, en référence aux Viechi. Les Viechi avec Berdyaev, Bulgakov, Franck, etc. En 2009, moi, je me suis dit, ça va pas. Y a pas. On a oublié la tradition des intellectuels. On ne parle plus en Russie que des élites, mais intelligentes, avec cette dimension éthique qu'il y avait encore au début des années 90 dans le terme d'intelligent qu'assumaient Likhatchov, Averintsev et d'autres, a disparu. Et donc, j'ai publié cet ouvrage, Les Jalons 100 ans après, notamment avec une intellectuelle russe qui s'appelle Olga Sedakova, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, mais aussi avec des intellectuels occidentaux comme Georges Niva, comme Paul Vallière, qui est un slaviste aussi américain. Je vous recommande ce livre parce que dans ce livre, voilà, c'est des regards croisés, mais qui tous convergent vers cette idée qu'il est nécessaire de repenser une tradition philosophique sérieuse, capable de repenser le passé, le présent et l'avenir de la culture russe. Ce que fait l'Institut de philosophie indépendant. Donc, je serais ravi de t'offrir ce livre dès que je l'aurai retrouvé dans ma bibliothèque. Merci. Merci. Et les dernières questions. Petite question. Comment est-ce que vous pourriez expliquer de manière humaine l'aveuglement des personnalités politiques comme Mélenchon ou Corbyn ou Roussel devant des faits, devant des récits historiques nationaux comme ceux des Pays-Baltes, devant une co-appartenance à la même communauté politique que l'Union européenne? Comment expliquer cet aveuglement devant les récits historiques qui disent que la Russie est plutôt impérialiste? Pourquoi est-ce que ces mêmes personnalités politiques ne dénoncent pas l'impérialisme comme ils dénoncent le Front? Et deuxième question, encore plus pratique, comment est-ce que vous pourriez aider les jeunes comme moi comment parler à des jeunes de qui sont obnubilés par le récit de la gauche qui aurait été des missionnaires, des létons, qui leur dit qu'il faut arrêter le communisme, il faut arrêter de grandir le Merci pour ces questions. C'est des questions centrales, très importantes. C'est pour ça qu'on se réunit, c'est pour ça qu'on parle. Pour ce qui est de ce que moi j'appelle l'aveuglement de la gauche, de l'extrême gauche britannique, française et autres, quand on est dans un monde postmoderne, on se construit sa réalité. C'est ça la définition. On est dans la post-vérité, post-truth. Dans la post-vérité, ce qui compte, c'est de se construire une réalité alternative dans laquelle on comprend le monde. Et dans laquelle on comprend le monde de telle façon à ce que certaines priorités soient comblées. Il y a une priorité, et c'est pour ça que j'ai parlé d'une vérité qui doit être comprise en tension. Il y a un bout de vérité dans chacun des pôles. Et la part de vérité du discours de propagande, parce que c'est un discours de propagande qui est relayé dans les élites occidentales, mais il y a une part de vérité. Lorsque Poutine dit ce monde libéral, il est fini, il est mort. Regardez la globalisation, elle n'a produit que des inégalités. C'est vrai, les inégalités ont été multipliées par 30 depuis 30 ans.
lorsqu'il dit « Regardez ce monde occidental, il est hypocrite avec ses droits de l'homme ». Il vous dit allez créer des démocraties en Afrique et nous, on va vous aider. C'est de l'hypocrisie parce que qu'est-ce que font les Français? Ils achètent l'uranium du Niger, ils gardent le franc CFA, etc. Et donc, il y a une part de vérité dans tout ça, une petite part de vérité, parce que c'est bien plus complexe en réalité, l'histoire de la France-Afrique, etc. Donc, cette accusation d'un libéralisme injuste et d'un néocolonialisme souterrain a sa part de vérité. Et cette part de vérité, il faut la reconnaître, mais simplement la mettre en relation. C'est-à-dire, il faut la mettre dans un contexte. C'est pour ça que le travail de l'historien est tellement important et que moi, je me sens tellement historien. C'est que l'historien, il est capable de mettre dans un contact, dans un contexte. Il est capable de s'appuyer sur des arguments philosophiques qui disent que peut-être que oui, mais aussi peut-être que non. Ça veut dire, il y a argument contre argument. Je n'ai pas le temps là maintenant de répondre aux arguments de Poutine et je vous recommande de lire le livre noir de Vladimir Poutine où justement tous ces arguments de cette propagande sont cassés en mille morceaux. Mais en gros, c'est là-dessus qu'il faut partir. Et donc, moi, ce que je vous recommande pour répondre à votre deuxième question, c'est de lire les bons historiens qui ont fait une vraie critique du communisme et de l'impérialisme, y compris ceux des années 30 que j'ai cités. Pour moi, les sources et le communisme russe, les sources et le sens du communisme russe de Berdiaïev restent complètement actuels parce qu'ils montrent la dimension mythologique justement du communisme en expliquant que le diamate, le matérialisme dialectique ou le matérialisme historique, en réalité, avait une dimension complètement mythologique. Mais Stéphane Courtois, pour moi, c'est une chance d'avoir un historien d'une telle qualité. Il a travaillé dans les archives de tous les partis communistes, de Pologne, de Slovaquie, d'Albanie, de partout. Et il arrive à expliquer les choses de façon assez simple. Enfin bref, voilà, lire, et c'est comme ça qu'on arrive à développer un sens critique qui permet de répondre à ceux qui sont scandalisés et souvent à juste titre par certaines injustices, mais qui doivent également regarder peut-être une injustice plus grande, parce que s'il est vrai que, comme je l'ai dit, dans la promesse communiste, il y a quelque chose d'intéressant. La réalité communiste, c'est 100 millions de morts. Merci beaucoup, Antoine. Voilà. Merci. Merci à vous.